Ok. Eh ben, bienvenue pour le 3e podcast de la Team CAV. Merci. Avec Alexis Bello, que vous connaissez en tant que coach CrossFit Villeurbanne depuis un an, un an et demi. Ouais, ça doit faire, je sais pas, 1 an et demi peut-être, ouais. Ok. Je suis pas très bon pour les dates. Du coup, un petit historique sur toi. Donc déjà, t'es arrivé à la boxe il y a... en 2015, je crois, non ? Ouais, bah c'était peu de temps après l'ouverture. Ouais, ok. T'es arrivé... T'étais en STAPS encore ? Ouais, bah ouais. T'étais en licence même. T'avais pas fini la licence. Je devais être en L1, ouais. D'accord. Ouais, j'étais en L1, ouais. L1, c'est première année ? Première année, ouais. Ok, ouais. Donc t'as fait L1, L2, L3 et après M1 et 2. Ouais. Donc toi t'as eu quoi ? T'as eu un master en réathlétisation ? Non, c'est pas réathlétisation. PPMR, préparation physique, mentale, réathlétisation. Ok. Maintenant c'est EOPS, entraînement et optimisation de la performance sportive. Et tu l'as eu au STAPS de Lyon ? Ouais. Ok. T'étais en classe avec Seb ? Ouais, sur la licence. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Ok, du coup tu nous as rejoint en 2015. Puis ensuite t'as fait on t'en voudra pas, mais t'as fait un écart où t'as été à CrossFit Lyon pendant 1 an, je crois, c'est un peu plus d'1 an, 1 an et demi. Un an et demi, ouais. J'ai dû rejoindre là-bas pendant la L3. Parce que j'ai fait mon stage de L3 là-bas. J'ai fait un stage de L3 là-bas avec STAPS. Ouais. Après, j'ai fait mon stage de M1 là-bas. Mhm. Et après, en M2, ouais, j'étais plus là-bas. Donc, je suis resté 2 ans là-bas. Peut-être 2 ans et demi, 2 ans. Ok. Et donc et après, t'es revenu à CrossFit Villeurbanne Ouais. Il y a 3 ans, non ? Ouais, il y a 3 ans à peu près. Ok. Et du coup, donc là, le podcast, un peu, on va parler un petit peu du Strong Fit. Alors c'est bien, ça nous ramène justement à la période où moi j'ai fait, où je l'ai fait peut-être même un petit peu avant. T'es revenu l'été où j'ai fait le Strong Fit ou t'es revenu 1 an après ? Je suis revenu l'été où tu l'avais fait. L'été où j'ai fait Strong Fit. Ouais. Ok. Donc je sais plus quelle année c'était, en 2016 ou 17 peut-être, 16 ou 17. Moi je pense que c'était 17, ouais. Ok, en 2017. Ouais, il y a 2 ans, ouais. Il y a 2 ans, ouais, ok. Où j'ai fait la formation de Strong Fit avec Julien Pinault à 100% CrossFit chez John. Si tu nous écoutes, on te passe le bonjour. Donc il y a 2 ans, on a fait le Coaches Week. On a fait d'abord le séminaire d'1 semaine et après le Coaches Week. Et toi, tu as fait la même formation. Ouais. 1 an après. Ouais. Ou 2 ans après. Du coup, avec Julien Pinault, c'est un peu tout le temps différent, mais... Ouais, je pense que ça n'avait plus trop grand-chose à voir. Même d'un séminaire à un autre, Ouais. ça dépend. Mais ça va être justement intéressant de voir un petit peu... Alors, peut-être pas forcément de discuter déjà forcément de l'évolution du CrossFit, mais peut-être plus de... Qu'est-ce que c'est que le CrossFit ? Enfin, comment est-ce que moi, je l'ai perçu à l'époque ? de Strong Fit ou Ouais, CrossFit ? Strong Fit, pardon, ouais, Strong Fit. Moi, je me souviens qu'à l'époque, le Strong Fit... déjà, il a eu... Julien Pinault, il a eu une popularité un petit peu en France qui est arrivée relativement vite. Et qui a été généré par le podcast de Barbell Shrug. Ouais. Qui a été... où il y a 2 épisodes, notamment avec Barbell Shrug, où il les fracasse dans dans l'épisode. Et où, en fait, il explique le manque... dans un de ces épisodes où il expliquait un petit peu le manque d'intensité qu'il y avait un peu en CrossFit. C'était genre la filière énergétique que vous ne travaillez pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Où ça manquait un petit peu de lactique. Et où il expliquait que lui, son principe et son but, c'était vraiment de trouver ce qui n'allait pas chez les personnes pour les rendre meilleures. Ouais. En gros, c'était ça. Et moi, quand j'ai fait le séminaire et le Coaches Week, c'était encore pas mal là-dessus. Ouais. C'était encore beaucoup sur trouver ce comme il appelle le key log, enfin le point, l'élément qui pose problème chez la personne ou qui crée des douleurs chez certaines personnes et essayer de l'enlever. Ouais, pour que derrière tout revienne à l'équilibre. Voilà, exactement. Et il utilisait beaucoup du coup de mouvements sur les plans qui sont un peu différents que ce qu'on utilise un peu en CrossFit, notamment haut, bas et quasiment que celui-ci. Et il utilisait beaucoup plus de plans, notamment au niveau des sled pulls. Ouais. Beaucoup de sled pull, beaucoup de tirage, des choses qu'on fait pas suffisamment, on les fait mais souvent sur le plan frontal et pas sur les autres plans. Et donc du coup, il utilisait beaucoup ça. Et il partait pour un athlète d'un assessment. Et à partir de cet assessment, c'est ce qu'on a appris en fait sur la Coaches Week, beaucoup. Ouais. À faire un assessment. Donc à prendre une personne, à le mettre dans certaines positions, à regarder ne serait-ce que son
son état physique, ne serait-ce qu'au niveau visuel, et à partir de là, d'essayer de trouver des moyens de régler les problèmes qu'il pourrait avoir ou qu'il avait déjà. Et en gros, c'est ce qu'on avait appris à faire. Et on a à peine commencé à toucher. On commençait en fait un peu à toucher sur le système parasympathique et sympathique, où il avait commencé à inclure ça avec la respiration et les muscles. Torque interne. Torque interne et torque externe. Enfin, ça a toujours fait partie ça a toujours été dans un Strong Fit, même quand j'y étais. Ouais. C'était même très important, ça. Il parlait déjà de l'interne et de l'externe. Ouais, parce qu'il en parlait déjà notamment vis-à-vis des openers. Ouais. Des openers. Des mouvements qui vont te mettre en sympathique et en parasympathique. Donc les chaînes torque interne, torque externe. Qui viennent travailler sur le système nerveux de manière un peu spécifique. Donc ça, c'est un peu un des principes fondateurs un peu du Strong Fit. Ouais. Et c'est ce qu'on a, nous, mis en place plus ou moins depuis 2 ans, je pense, maintenant, où on met des sessions. Donc c'est ce que vous faites. Le Strong Fit, c'est plus ou moins ça. Donc c'est des sessions notamment en Till You Quit et en TAO, Task Oriented, qui viennent essayer de vous mettre plus ou moins dans des filières nerveuses, je ne sais pas si on dit filières nerveuses, un système nerveux plutôt parasympathique ou sympathique en fonction de ce qu'on vous demande. Ouais. En gros, pour résumer de manière très 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 facile, si c'est du lourd et si c'est difficile, très difficile, vous êtes en sympathique. Et quand on vient faire beaucoup de répétitions, etc., on essaye de rester en parasympathique jusqu'à ce que... Ouais, en fait ça va dépendre, c'est un petit peu l'état dans lequel on doit être, l'état optimal pour performer sur une certaine tâche. Si on va pas être dans le même état pour un marathon que pour un RM en power clean par exemple. Clairement. Donc ça va être l'importance de savoir activer, d'être dans un certain état pour derrière performer sur la tâche demandée. Pas partir sur un marathon comme on partirait pour un max ou... C'est ça. Pour bien gérer son effort. Pinot, il parle beaucoup de ça, du state dans lequel on est, l'état dans lequel on est. Il faut que ce soit le state qui dicte un petit peu ce qu'on va faire en fait. Et ça, c'était une des évolutions notamment du Strong Fit. Aujourd'hui, on n'est pas complètement rentré là-dedans, nous, dans ce qu'on fait à CFV. Mais donc, une des choses qu'on essaye de mettre en place à CFV, notamment, c'est avoir des mouvements qu'on ne retrouve pas tous les jours dans le CrossFit. Ouais. Tout ce qui va être sled pull, le yoke, les sandbag squats, etc. Qu'on pourrait d'ailleurs implémenter un peu plus, mais qu'on n'a pas forcément dans les mouvements du CrossFit. Alors, dans les mouvements du CrossFit un peu de compétition, et qui sont manquants, qui sont clairement manquants. Des biceps curls aussi, on peut avoir des biceps curls, des lat pull down, des exercices à la poulie, tous les exercices qui sont complémentaires et qui sont très intéressants à travailler et qui peuvent notamment éviter un peu les blessures. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu, notamment ce que vous connaissez comme les shoulder openers, les oblique openers, tous ces exercices-là qu'on met en échauffement, un peu en travail de mobilité, d'échauffement avant d'activer pour faire du deadlift ou pour faire du snatch, etc. C'est pour vous permettre de trouver les bons torques, les bonnes torsions... Ouais, les bonnes tensions. Les bonnes tensions musculaires avant de faire des mouvements. Et donc, ce qui va être vachement important, c'est d'avoir la capacité, notamment quand vous allez faire ces exercices-là, de recruter les muscles, non pas simplement parce qu'ils sont nécessaires, mais parce que vous avez l'intention de les activer. Donc avec intention. On voit bien que le shoulder opener, c'est un exercice qu'on peut faire très facilement en 2 secondes. Et si on essaye de mettre de l'intention, tout d'un coup, ça devient extrêmement difficile. Ouais, je trouve que c'est l'un des plus difficiles, moi, le shoulder opener, personnellement, à mettre en place. À faire soi-même et à enseigner aussi au niveau des tensions. Parce que c'est tellement facile en fait de faire le mouvement sans activer les bons muscles qu'on a l'impression de faire quelque chose alors qu'en fait on fait rien du tout. Et donc ça c'est extrêmement important, mais ça devrait être important sur tous les mouvements de CrossFit que vous faites. L'intention que vous allez mettre dans vos mouvements, dans votre exercice, peu importe l'exercice, que ce soit des tractions ou que ce soit des pompes, de venir recruter les muscles nécessaires et de ne pas vous laisser partir comme quand on est extrêmement fatigué ou à la fin d'un road, etc., ou même une pompe ressemble à plus à rien. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place, qu'il faut essayer d'atteindre. C'est la perfection du mouvement, non pas simplement par l'aspect extérieur, mais par les tensions que vous venez mettre musculairement pour recruter ce qu'il faut pour faire l'exercice. C'est la grande phrase de Pinot, it's not about what you do, it's about how you do it. Exactement. Ça va pas être... Parce que
un même mouvement peut être exécuté de manière différente en fait, en interne, en externe. Par exemple sur une pull-up, on peut être en position de hollow, on peut être en position de arch, on va pas recruter du tout les mêmes muscles. Pareil en pompe, si on regarde les dips des haltérophiles chinois ou les dips d'un gymnaste, c'est plus du tout la même chose. Ça va être complètement différent. Donc les deux, il y en a pas un qui est meilleur que l'autre, mais il faut savoir pourquoi on fait l'un, pourquoi on fait l'autre. Pas juste dire je fais des dips, en fait ça veut tout et rien dire. Si je fais des dips ou je fais n'importe quel mouvement, selon les tensions et l'intention qu'on va mettre dans ce mouvement, on va avoir différents avantages ou alors différents inconvénients. Parce que dans le CrossFit, Pino, il parlait beaucoup de ça au début, des grosses blessures, des gros patterns de blessures qu'on retrouvait. On avait les gens qui étaient dominants des trapèzes, les épaules, les quadris énormément dominants, et abdos relativement faibles, fessiers faibles. Pas beaucoup de grand droit, le haut important, des abdos, mais pas, pas les obliques. Ouais. Notamment dû au problème des filles qui se faisaient pipi dessus quand elles faisaient des double under ou des exercices un peu difficiles. Et du coup, si on n'est pas vraiment conscient et présent lors de son entraînement, on a vite fait de toujours solliciter les mêmes zones musculaires et derrière de créer des déséquilibres qui vont mener à des blessures, quoi. D'où notamment le fait que, par exemple, la semaine dernière en StrongFit, j'avais programmé des pull-ups, mais 3 reps avec charge pour aller chercher l'externe et non pas ce qu'on pourrait faire en interne en restant en hollow. Donc on peut prendre un exercice et le travailler de 2 manières complètement différentes. Ouais. Et d'ailleurs, il y avait des difficultés pour certains à rester éloignés des trapèzes, qui avaient beaucoup tendance à venir tirer à shrugger au lieu de rester bien les dorsaux engagés. Donc, ça justement par rapport au shoulder opener, c'est un des éléments les plus importants, c'est d'apprendre à engager ses lats et ses pecs pour ne pas avoir constamment les épaules qui shrug, qui viennent ensuite créer des tensions au niveau des trapèzes et au niveau des cervicales, et ça peut être très problématique pour certaines personnes, voire même pour des athlètes de CrossFit, parce que quand j'étais au séminaire au Coaches Week, il y avait 1 ou 2 athlètes qui pouvaient plus s'entraîner correctement, pouvaient plus mettre l'épaule au-dessus de la tête, parce que justement ils avaient ce problème-là. À force d'avoir shrugué, ça leur créait des tensions au niveau des cervicales et ils pouvaient plus le faire. Il y avait notamment aussi je sais pas si elle était Victoria, championne de France, je crois, de powerlifting, qui était un peu cassée et qui a permis, grâce aux exercices de Julien, de se remettre en forme, quoi. Ouais. Moi je me souviens quand j'avais entendu, je l'avais vu sur Barbell Shrug avec ces 2 épisodes, et c'était la période où c'était en 2016, je me souviens, parce que je commençais à être bien blessé, un petit peu des douleurs, sans me rendre compte que j'avais des déséquilibres. Du coup j'avais essayé d'implémenter un petit peu certains de ces mouvements, le kerry, des step-up, des choses en unilatéral, et ça m'avait aidé, mais peut-être que j'en avais fait un petit peu trop et que au final, j'étais peut-être aussi à côté de la plaque par rapport au fait que c'est pas juste l'exercice, ça va être la manière dont on fait l'exercice, donc l'intention qu'on va mettre dedans. C'est pour ça que j'en ai pas tiré un maximum de bénéfices à ce moment-là, peut-être. Ouais. Mais après, en approfondissant le sujet, puis en me faisant former, j'étais venu te voir exprès, tu te souviens aussi, après le séminaire. Quand tu avais fait la formation, j'étais venu discuter pour voir ce que tu en avais pensé. Et du coup, toi, un an après, avec la formation, est-ce que tu penses qu'il y a eu des différences ? Parce que là, maintenant, quand tu regardes les podcasts de StrongFit ou quand tu regardes, c'est parti très loin par rapport à ce qu'il y avait à l'origine, on va dire, à ce qui a fait connaître un peu le StrongFit. Donc ça peut être difficile pour les gens qui essayent de regarder les podcasts aujourd'hui, de suivre ce que c'est que le StrongFit s'il n'y a pas les bases, si les bases n'ont pas été posées sur l'origine du système et comment est-ce qu'il est venu au jour. Donc il faudrait peut-être reprendre des podcasts qui sont les premiers, les premières vidéos, notamment celui de Barbell Shrug. Je pense franchement que c'est vraiment un podcast énorme, celui-ci, parce qu'il est vraiment concis, précis dans ce qu'il dit, et il a raison, quoi. Il en a fait un autre après, je crois que c'est une série, c'est avec Barbell Shrug encore, avec Barbell Buddha là. Celui qui est rasé là, celui qui est mort d'ailleurs. Chris Cooper, c'est ça, non ? Ouais, c'est ça, ouais. Où ils sont assis dans le... Ouais, celui-là, il est super bien. Il est bien aussi, ouais. Mais ça, c'est des podcasts qui datent d'il y a 3 ans, quoi. Ou 2 ans et demi. Ouais. Ce qu'il faut dire aussi, c'est ce que StrongFit n'est pas. StrongFit, c'est pas une méthode qui cherche à remplacer CrossFit. Lui, il le dit que c'est peut-être un petit peu... Il a pas fait forcément le meilleur choix de l'appeler StrongFit, vu que au premier abord, on peut se dire il essaye de remplacer CrossFit, quoi. Et que
problème avec son nom, il y a Strong Fit, donc ça peut être pour CrossFit, et Strongman, ça s'arrête pas uniquement à des exercices de Strongman. Ouais, carrément pas. Donc souvent c'est les problèmes qu'on voit, les gens ils pensent que c'est une méthode de CrossFit pour les Strongman quoi. Ouais, non, c'est vraiment. Alors, ça peut être une méthode d'entraînement Oui, ça qu'on peut utiliser seul, mais c'est vraiment en complément du CrossFit. C'est vraiment très intéressant en complément du CrossFit. Ouais. Il dit qu'il veut pas arrêter le CrossFit, que le CrossFit a fait énormément de bonnes choses pour la population et pour les femmes notamment. Il appuie beaucoup ce point et qui cherche à justement faire en sorte qu'on puisse pratiquer le CrossFit de manière plus saine, sans se blesser, en venant compléter nos entraînements classiques avec un petit peu de renfort et prendre conscience de certaines activations musculaires déjà. pour bien performer les mouvements. Ouais. Ne serait-ce que déjà si les personnes prennent conscience que juste ça, qu'il faut avoir conscience du mouvement qu'on est en train de le faire, comment on est en train de le faire, et pas qu'on ferme les yeux quand on fait un clean par exemple. Ça peut être déjà énorme, ça peut faire un changement vraiment très important. Moi, par exemple, j'ai vu quand même énormément en fait, de similitudes, notamment parce que toi, tu parles du shoulder, le shoulder opener qui est difficile. Pour moi, c'est un peu moins difficile parce que dans les arts martiaux, il y a ce qu'on appelle prendre le pont et qui vient justement engager tous ces muscles pour abaisser l'épaule. Et plus l'épaule est abaissée, plus elle est connectée, plus on est lourd et plus on arrive à avoir d'impact. Donc, je pense que dans tous les arts martiaux, ne serait-ce qu'en boxe, etc., si une épaule se lève, est-ce qu'elle se lève pour la défense? Oui, mais si elle se lève pour l'attaque, elle est faible parce qu'elle n'est pas connectée au reste du corps. Et on sait bien que c'est pas le poids du poing qui compte, c'est le poids du corps qu'il y a derrière. Et c'est clair, et ça peut être un des problèmes qu'on peut rencontrer des fois quand on peut voir certaines vidéos ou certains coachs qui vont dire je shrug les épaules sur un jerk, alors qu'on veut rester connecté au reste de son corps en fait. Si on vient se déconnecter ici, on perd la stabilité, on met son épaule un petit peu en danger, les cervicales en danger, et ça peut vite poser problème. Déjà ne serait-ce qu'en prenant l'anatomie de l'épaule. L'épaule, souvent les gens considèrent, alors ça aussi c'est un des gros facteurs aussi contre lesquels ils se battaient, c'est que les gens quand ils avaient mal à l'épaule allaient chez des kinés ou chez certaines personnes qui leur faisaient travailler la coiffe des rotateurs ou les petits muscles, etc. Et qui prenaient pas en considération tous les muscles qu'il y a autour de l'épaule et qui maintiennent l'épaule en place. Donc notamment les muscles de l'épaule, les deltoïdes, les pecs, les lattes, etc. Et c'est vrai que si tout ça c'est très solide, l'épaule elle a quand même beaucoup moins de chances de se blesser. Et pour rendre tout ça solide, il faut faire des exercices des fois qui sortent un peu du cadre du CrossFit. Pas être toujours sur le même plan. D'où l'intérêt du Strong Fit. Si on regarde la programmation des Games par exemple, elle est super complète. Sauf que la plupart des gens, eux, ils s'entraînent pour les Open. Et les Open, si on regarde les mouvements des Open, c'est pas le plus varié. Il y a une vingtaine de mouvements. Là, il y en a eu des nouveaux qui sont arrivés avec les dumbbells, donc c'est une bonne chose. C'est marrant parce que ce que tu viens de me dire là, ça me fait me souvenir que l'année où Strong Fit est devenu de plus en plus populaire, clairement, il y a eu les dumbbells c'est là où il y a eu les dumbbells qui ont débarqué et là où il y a eu les sandbags qui étaient aux Games. Et il y a eu les Regionals 100% à la dumbbell une année aussi. Quasiment, où il y avait un seul mouvement de barre, je crois, c'était, je sais plus, c'était un snatch ou un deadlift sur les Seawood qu'il y a eu aux Regionals. Et tout le monde était choqué qu'il n'y ait pas plus de barres. Donc peut-être qu'effectivement CrossFit avait un peu écouté. En tout cas, Pinot, il était refait de ça. C'était une bonne chose. Ouais, c'est sûr. Donc notamment aussi, outre le fait, les choses qui ont aussi changé à la boxe, parce que je suis en train d'y penser, c'est les positions qu'il y a sur le deadlift. Donc le mix grip que j'ai interdit, ça fait depuis donc 2 ans et demi, je pense, ou 3 ans, peu importe. La position du dos sur le deadlift. Les tensions appliquées. Alors la position du dos, souvent, elle est un peu mal comprise, mais faut pas trop s'attarder sur la position du dos, mais simplement comprendre des tensions qu'il faut mettre en place. Et votre dos, il se met dans une position et on garde le dos dans cette position-là. Peu importe quelle est la position du dos, qu'il soit légèrement arrondi ou qu'il soit autre, peu importe. Tant qu'il faut qu'il soit fixé principalement, c'est ça. Pas de déplacement sous la charge. Exactement. Parce que ce soit une flexion ou une extension, une fois qu'on a la barre, donc on a de la charge sur notre structure, ça peut créer des problèmes. Moi, je vois beaucoup de personnes en coachant qui se font mal parce qu'ils font un back extension en fait sur le deadlift. Donc ils bougent leur dos. De l'extérieur, ils sont droits, ils sont même plus que droits, ils commencent à venir en extension au niveau du dos, ils utilisent uniquement les lombaires au lieu d'utiliser le pivot de hanche et les fessiers et les ischios, la chaîne poste. Et derrière, ça crée énormément de problèmes. Donc déjà, ils sont faibles parce que nos lombaires, elles sont pas aussi fortes que les fessiers et ischios réunis. Clairement.
Et en plus, elles peuvent se faire mal, alors que de l'extérieur, si elles vont se regarder, elles vont se dire mais je comprends pas, mon dos il est parfait, il est nickel, Oui. je suis hyper droit. En fait, ils sont limite trop droits, ils n'utilisent pas les bons muscles pour... Parce qu'ils font un mouvement qui est un déplacer. mouvement de pivot et non pas un pattern de mouvement de squat. Et la grosse différence, elle est là, par exemple, avec ce qu'ils voient en haltérophilie et après ce qu'ils voient après au niveau du deadlift. Ouais. Comprendre la différence des mouvements, les patterns de mouvement sont pas les mêmes. Ouais. Et donc à partir de ce moment-là, on peut pas bouger de la même manière sur un pattern de mouvement qui est complètement différent. Mais il y a aussi, moi ce que j'avais remarqué, ce que j'ai eu du mal aussi à changer, et j'ai toujours du mal d'ailleurs avec ça, c'est que souvent les personnes, quand elles finissent le deadlift, ont toujours tendance à shrugger les épaules, à lever les épaules, à chercher une hyper extension lombaire pour se reposer en fait. Et ne pas rester en tension dans le mouvement. Donc en fait, elles lâchent la tension, alors remettent la tension pour ensuite venir chercher le sol. C'est difficile ça, parce que les gens viennent chercher comme une récup ou un repos en haut du mouvement. Moi j'avais ça, je l'avais remarqué sur mes front squats aussi. Ou quand j'étais en haut, tendance à relâcher abdos fessiers et le bas du dos cambré. Mais si ça crée des problèmes. Si on prend une analogie sur un autre mouvement, sur un snatch, c'est comme si en haut du snatch, on se relâche, on se détend et après on ramène la barre au sol. Bah non, on ne peut pas faire ça. Il faut garder la tension et encore une fois, l'intention, la présence, la conscience de ce que vous êtes en train de faire quand vous êtes en train de le faire pourra faire une différence là-dessus. Vous devriez sentir, si vous êtes vraiment concentré sur ce que vous faites, vous devriez sentir vos trapèzes qui s'engagent alors qu'ils n'ont qu'une raison de s'engager. Ouais. On ne devrait pas shrugger sur un deadlift à la fin du mouvement. C'est comme si on tirait avec nos bras. Exactement. Qui tirent avec leurs bras, c'est inutile. Engager pecs, dorsaux, épaules basses pour être soudés. Au plus gros niveau, on voit des mecs qui deadlift et qui se déchirent un pec sur le deadlift. Enfin, des fois, c'est intéressant de regarder les blessures parce que tu te dis mais pourquoi son pec ça sert à rien ? Parce qu'il y a tellement de tension dans l'ensemble du corps qui, sur un développé couché, ils peuvent aussi cramper des ischios ou d'autres endroits parce qu'ils créent de la tension volontairement. Alors moi, sur un WOD notamment, où je m'en souviens, c'est Diane Deadlift HSPU, où j'avais les pecs détruits et je comprenais pas pourquoi. Et après que j'ai réalisé que c'est parce que je mettais de la tension dans la barre pour garder les épaules et souvent après le deadlift, j'ai les pecs qui me font mal. Donc ça c'était une des choses. Le mix grip, la grosse bagarre. Parce qu'on est moins bon. Ah ouais, c'est sûr. Bah oui, j'arrive pas, j'ai du mal. Bah ouais, mais si t'arrives pas à soulever une barre en la tenant avec tes deux mains, peut-être que la barre tu devrais pas la soulever non plus. Hein. Si le seul moyen pour toi de soulever cette barre c'est d'être en mix grip, bah il faut peut-être travailler ton grip avant de travailler ton deadlift. Prendre de la force sur le grip pour pouvoir ensuite soulever ta barre. Alors bien sûr, si vous êtes sur un 1RM une fois dans une compétition, etc. Ok, pas de souci. Mais si à l'entraînement on part sur des Diane ou des WOD où il y a 50 ou 60 ou 100 reps de deadlift et que vous faites le deadlift en mix grip et surtout sans alterner le mix grip, c'est-à-dire toujours dans la même position, bah, on part sur un torque interne et un torque externe d'un côté et de l'autre. Après, c'était Pinot dans un de ses séminaires, il avait une discussion avec coach Bergener, le coach CrossFit Altero, et où il parlait justement du mix grip. Il expliquait que alterner c'était pas forcément la solution parce qu'en fait le problème avec du mix grip c'était qu'il y avait un côté où on était en prise inversée où on pouvait avoir plus de mal à créer les bonnes tensions et que du coup on avait tendance à être d'un côté en squat et de l'autre côté en pivot de hanche, donc d'un côté en gros avec les mauvaises tensions et l'autre côté correct, et que du coup ça créait de la rotation, ça pouvait créer des problèmes au niveau du dos, etc. Souvent après c'est pas forcément, c'est dans la majeure partie des cas, c'est que le côté on est en prise inversée, c'est souvent le côté on a le moyen fessier qui a tendance à cramper, bas du dos qui commence à faire mal, donc c'est des signes qu'on n'a pas forcément les bonnes tensions. Souvent c'est le problème qu'on retrouve. Des fois il y a des gens, moi personnellement c'était ma main droite et c'est toujours mon côté droit, c'est celui où il faut que je fasse attention de bien engager oblique, grand fessier, où j'ai vite tendance à partir en moyen fessier. Et derrière avoir des problèmes du coup des fois à la fin de deadlift quoi. Ouais. Et puis du coup, au final, après, si vous voulez faire du clean ou autre chose, bah, votre grip, il sera pas plus fort. Donc tant qu'à faire, autant travailler avec... Et ça met le biceps en danger. Ouais, aussi. Ouais, après, peut-être pas à nos charges, mais après, quand ça arrive à... Mais c'est possible quand même de... Ouais, quand tu arrives à ton RM... où on fait beaucoup de volume. Des tendinites du biceps ou d'autres problèmes, quoi. Ouais. Que vous n'aurez pas forcément sur l'autre bras, vu que vous êtes en interne. Ouais. Donc ça, c'est les changements tous les changements
des changements super intéressants. Moi, ça m'a permis une chose, notamment dans mon coaching, c'est de faire beaucoup plus attention. Enfin, de faire beaucoup plus attention quand je regardais les gens au détail, où avant je regardais le mouvement dans sa globalité, mais je regardais pas quand je regardais squatter, je regardais le squat, les genoux, etc. Mais je regardais pas forcément les shifts au niveau du bassin, je regardais pas forcément sur les snatchs, les épaules qui shruguaient, ou etc. Ouais. J'avais pas ce regard. Et ça, ce regard, ça a vraiment beaucoup changé ma manière de coacher. Je suis beaucoup plus maintenant dans le détail. Ouais, on peut récolter des petits indices qui, après, on les met bout à bout et on peut trouver des patterns. Des petits problèmes, quoi. Tu te souviens de Antoine, le coureur? C'était le mec qui faisait du 400 là? Ouais. Le vice-champion du monde de 400. Ouais, qu'il était adapté à la piste. Ah ouais, oui, c'est c'est exactement ça, adapté à la piste. Où il avait j'avais pris une photo et c'est quelque chose, je m'en suis rendu compte à ce moment-là, alors qu'avant j'avais jamais fait gaffe. Et en le voyant torse nu en regardant son dos, il y avait une différence entre côté droit et côté gauche qui était telle qu'on se demandait comment cette personne pouvait être à ce niveau-là, en fait, avec autant de disparités musculaires. Ouais. Et pourtant, adapté à la piste. Tournait toujours dans le même sens. Toujours dans le même sens, ouais. Bon, ça, c'était quand même un cas un peu particulier. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont justement ces déviances musculaires. Ouais, regardez les shrugs des épaules en snatch, souvent on voit des problèmes. La barre qui n'est pas d'aplomb, qui part d'un côté, et on peut vite se rendre compte qu'il manque de structure sur les dorsaux ou pecs. Le squat aussi, Pino, c'est très intéressant. Son explication du squat, comme quoi c'est un peu, s'il y a deux chaînes de tension, que ce soit sur la descente, on est en interne, en bas du squat, de tout en bas jusqu'à la parallèle, on est en interne, et qu'après on passe en externe. C'est intéressant parce qu'après ça se vérifie beaucoup au plus haut niveau, en fait. Les haltéros. Ouais, on s'en rend compte, en fait. Donc ça explique. Donc. Moi, personnellement, j'ai eu un problème au genou pendant longtemps. C'était pas un gros problème, une tendinite au tendon rotulien, mais qui est devenu un petit peu chronique. J'avais du mal à m'en débarrasser. Du coup, ça m'a empêché de squatter pendant très longtemps. Je pense la première fois que j'avais eu mal au genou, c'était à Madrid, juste avant les regionals, à l'entraînement à Madrid. Et après, derrière, j'ai eu vraiment du mal à m'en débarrasser. Et là, je pense, ça fait 3 mois où j'ai repris le squat. J'ai modifié pas mal de choses. Je suis passé en low bar. Ouais. Ça, c'est Stan Efferdine. Marc Ripoto. Voilà, qui est avec Starting Strength et qui a fait une vidéo avec Juji Moufou. Et ça m'a tout changé, en fait. Et j'arrive maintenant à appliquer torque interne, externe sur le squat. Sur le mouvement. Ouais. Et je me disais peut-être que ça va pas bien se transférer après à l'haltéro. Parce que c'est un mouvement, on a la barre plus basse, du coup on est moins vertical. Mais au final, mes jambes, elles sont devenues plus fortes. Et il n'y a pas si longtemps, j'avais fait une compète, j'étais resté coincé ou même j'avais fait le séminaire avec Cody Anderson et j'étais coincé sous 80 en squat snatch. Je remontais pas à cause de mes cannes. Alors que là j'ai resnatché 95 et les jambes, c'était pas un problème pour remonter, quoi. Donc ça s'est transféré et j'ai plus de douleur au genou et voilà. Alors qu'à l'époque, je me disais non, mais le low bar, c'est bizarre. La barre a l'air super basse, c'est bizarre comme mouvement. Du coup, je me l'autorisais pas. Mais je pense que selon les bras de levier, les proportions de chacun, on n'est pas tous faits pour squatter en high bar forcément, en fait. Non, clairement. Moi, je sais que j'ai commencé en low bar, mais sans le savoir. Ouais. Je faisais parce que j'aimais pas mettre la barre sur les trapèzes. Tu sais, sur le. T'avais la cervicale qui ça me faisait mal, donc je faisais du low bar toujours, mais sans le savoir. Ouais. Et après, au fur et à mesure, plus j'ai fait d'haltéro et plus je suis passé en high bar parce que haltérophilie. Ouais, et donc les haltérophiles, exactement, faut être droit, je pense etc. Que c'est clairement un squat dominant en quadri quand même. Ouais. Après, peut-être que selon les bras, les proportions de chacun, je pense qu'il y a des haltérophiles qui sont capables d'utiliser quand même pas mal leur chaîne postérieure et. Beaucoup, mais moi j'ai toujours eu beaucoup plus de douleurs en ischio après du back qu'en quadri. J'ai jamais senti mes quadris en back squat. Alors les gens me disent c'est parce que t'en fais pas assez ou etc. Je suis passé en high bar, j'ai fait beaucoup de reps etc. Mais et maintenant je suis repassé en low bar. Et là par contre, je sais que là le mouvement me correspond en fait. Le fait d'être passé par le high m'a permis de comprendre que ce que je faisais avant naturellement, c'est ce que je dois faire. Moi j'avais un problème à l'époque, c'était je pouvais pas galérer sur un squat. Soit il passait, soit s'il y avait un moment de pause, je lâchais. Et là maintenant c'est plus le cas où je peux faire un back où je galère à la remonter, ou limite je m'arrête, mais j'arrive à le grinder comme ils disent. Ça c'est intéressant par contre. Ouais, du coup c'est intéressant. Déjà ça me permet de devenir plus fort. Parce qu'avant peut-être que
J'étais beaucoup grâce peut-être au rebond ou je sais pas, mais j'avais du mal à me battre sur un squat. C'était pas possible. Et Ceux pourtant, qui je me pense disaient j'ai que la c'est à tête ce qui niveau-là. tourne en squat ou quoi, je disais moi je comprenais pas parce que je pouvais pas. Du coup, est-ce que c'est pas à ce moment-là que tu viens recruter un peu plus de fibres Ouais, nerveuses et que du coup, ton mental vient donner les bonnes indications pour que tu remontes, pour que tu aies la capacité justement de remonter sur ce squat. Ouais. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Hmm. Ça vient sur le domaine de prédilection du mental. Ouais. Peut-être qu'on en discutera un petit peu un jour de ça. Ouais. Mais ouais, notamment. Mais après, tu vois, par exemple, si tu fais une comparaison du low bar back squat avec le squat le sandbag squat, notamment de les Strong Fit, sensations, elles sont très proches, vachement proches, ouais, carrément. beaucoup plus proches que Très ce que proches. tu auras sur un. Bah clairement, quand je faisais du sandbag squat, j'avais pas de douleur au genou non plus. Bah Donc, déjà, le genou, il part moins loin devant. Ouais. Tu l'empêches de partir moins loin devant. Non pas qu'il ne faille pas partir, Oui. ok, mais on l'envoie moins. Moi, par exemple, qui ai une mobilité de cheville extrême, je peux rester très vertical, mais par contre, après, j'ai les genoux qui. Parce que, à mon avis, je suis trop mobile, dû probablement aux arts martiaux. Je suis trop mobile en mobilité de cheville. Et donc, du coup, il faut que j'apprenne à squatter sans envoyer mes genoux complètement devant. Bah, moi, en low bar, ils vont devant, mais bien moins que ce qu'ils faisaient. Mais... Ouais, voilà. Mais tout le monde dit c'est bon pour les genoux, etc., que ça aille devant. Oui, mais moi, par exemple, si on me met un WOD avec des box jump over et que je finis avec les box jump over où je suis en squat complet, avec mes genoux vachement devant, mon talon qui touche limite plus le sol, au niveau de la boxe, bah, je sais que le lendemain, mon tendon rotulien, il est inflammé. Bah ouais. Forcément. Donc après... Tout est valable, mais dans certaines mesures. Ouais. Et il faut pouvoir tolérer ce niveau de stress. Oui, complètement. Ça se construit. Puis il faut se connaître aussi. Moi, par exemple, mon problème de mobilité n'est clairement pas le problème de mobilité de beaucoup de gens. Il y a des gens on va leur dire probablement d'aller chercher à amener les genoux devant parce qu'ils sont incapables de le faire et que du coup, ils prennent tout en arrière même quand ils sont en front squat et qu'ils dégueulent leur barre en bas du squat parce que ils ont jamais les genoux qui sont en avant par manque de mobilité ou par manque de conscience ou peu importe. Moi, c'est clairement pas mon problème. D'où l'importance, qu'on soit un athlète ou un coach, de comprendre que une consigne qui va aider une personne à... Et pas faite pour tout le monde. Non, n'est pas faite pour tout le monde. Moi, quand j'avais mes problèmes de genoux, je voyais mon genou qui rentrait, je me disais, faut que j'ouvre les genoux vers l'extérieur. Et ça m'avait encore plus flingué et ça m'avait rendu plus faible, en fait, essayer de créer cette tension vers l'extérieur. Ouais, parce que tu crées en plus mes adducteurs aussi. Tu crées aussi, au lieu de créer un torque externe, tu crées plus une torsion externe. Ce qui a souvent été d'ailleurs le débat de l'époque. Je sais pas ce que je crée, mais j'ai essayé d'ouvrir mes genoux vers l'extérieur, quoi. Et je faisais beaucoup de travail à la mini-bande pour essayer d'activer mon moyen fessier. Sauf que ça augmentait mes douleurs au niveau un petit peu sciatique. Je pense que ça venait inflammer tous les petits muscles, en fait. Le piriforme qui devait venir prendre le nerf sciatique et derrière, je pouvais plus me pencher en avant. Donc je me rendais bien compte qu'il y avait des problèmes. Et que au bout d'un moment, que c'était pas la solution et j'ai arrêté d'essayer d'activer mes moyens fessiers, en fait. Ça prend du temps quand même, de régler le problème. La réflexion qu'il faut avoir derrière pour savoir, déjà, même quand nous, on se coach nous-mêmes, on se connaît pourtant, de savoir qu'est-ce qu'il faut ou qu'est-ce qu'il faut pas faire. Des fois, on part dans des mauvais chemins et ça prend longtemps de revenir. Alors qu'on est persuadé que, et pourtant, des fois, on se plante complètement. C'est bien, ça apprend l'humilité. Moi, ouais, carrément. La blessure, je pense, c'est l'un des... c'est le meilleur guide. Ouais, pour apprendre. Après, faut se poser les bonnes questions quand même. Ouais. Puis il faut avoir la force mentale de pas se laisser, de pas partir, de pas déprimer aussi, de pas se dire c'est fini, etc. Et de... Après, moi, à une époque, je me disais j'allais jamais refaire de squat. J'ai essayé de faire un peu le deuil du squat, on va dire. Ouais. Mais au final, j'ai trouvé des solutions, donc. C'est difficile d'imaginer que. Après, c'est aussi parce que c'est une passion, de plus pouvoir de pouvoir exercer sa passion due à une blessure, c'est quand même relativement dommage. Ouais, c'est pas la même chose que si volontairement on veut réduire quelque chose. Ouais. Quoi. Et puis après, il y a des blessures aussi il y a des blessures qui, malgré nous, empiètent largement sur notre vie de tous les jours, ou les douleurs de dos, notamment, qui peuvent aller jusqu'à devenir presque des douleurs où, quand on n'a plus cette douleur, il y a quelque chose qui nous manque. Ouais. On se dit c'est pas possible. On peut s'identifier à ça. Ouais, c'est ça complètement. Je lisais un livre où on peut s'identifier vite à la maladie et derrière faire que on en a besoin pour s'identifier. C'est notre personnalité, c'est fait. devenu une partie de notre personnalité. Du coup, ça devient un peu un piège, quoi. Donc le mieux, c'est d'éviter de vous blesser. Donc venez faire du Strong Fit. Tout ce qui est blessure chronique, c'est les pires en fait, celles qu'on n'arrive plus à se débarrasser. On se dit ouais, mais je peux toujours faire. Du coup, on continue jusqu'à ce que ça devienne trop grave et derrière.
Et le truc, c'est que c'est toujours présent dans nos têtes. Ça veut dire que quand vous avez une blessure qui est présente à un endroit ou à un autre, vous mettez un système de compensation en place qui fait que si vous continuez dans ce chemin, si vous continuez de faire les mouvements qui vous font mal, etc., vous allez probablement soit aggraver la blessure, ça c'est sûr, mais surtout aussi notamment créer peut-être d'autres blessures ou d'autres problèmes, d'autres compensations qui vont créer d'autres blessures. Donc il faut attaquer la blessure dès qu'elle arrive. On parle de blessure, on parle pas de petits bobos où j'ai couru 10 km hier, j'ai mal au pied, c'est peut-être normal, repose-toi 2-3 jours et puis ça ira mieux demain. Regardez les choses récurrentes qui reviennent souvent après des mouvements. Des mouvements souvent qui sont les mêmes aussi et qui nous mettent toujours dans ces mouvements, dans ces positions en fait où on devrait pas forcément être. Ouais. Les séances StrongFit, elles sont le lundi à la boxe, à 9h. Lundi soir 19h30 et mercredi 17h30. Ouais. C'est des séances qui durent 1 heure. Ouais. Où vous allez avoir notamment un échauffement qui correspond pas trop à ce qu'on fait habituellement, mais qui est plus du carry, du farmer carry, du suitcase carry, du sandbag carry, celui que vous adorez, le pec hold, tous ces mouvements qui viennent justement activer les zones qui nous intéressent. Des fois, ça peut être aussi du travail avec l'élastique, donc aller chercher un peu le pump. Et après, en général, on aura un TAO ou un till you quit. Donc, plus vers l'externe ou plus vers l'interne. Mais sans parler forcément des systèmes nerveux, des exercices qu'on n'a pas l'habitude de faire en CrossFit. Ça va être essayer de bouger dans des plans différents. Voilà. On a beaucoup de plans, de mouvements de haut en bas en fait en CrossFit, que ce soit les pull-ups, les thrusters, les squats. Les snatch, le clean and jerk. On se déplace jamais d'avant en arrière. Non. De box jump. L'occasion de le carry, on marche. Donc on se déplace dans tous les plans, parce que sur la marche, il y a aussi de la rotation, mine de rien. Ouais, beaucoup, ouais. Il y a de l'unilatéral, on passe du temps sur un pied après l'autre. Comme aujourd'hui, il y a du yoke et les gens, on voit des déséquilibres jambe droite, jambe gauche. Ah, très vite, hein. Jambe droite, jambe gauche, ou les obliques, on prend appui sur une jambe et on fait un grand pas. On prend appui sur une jambe et on fait un grand pas. C'est fou, ça. Ouais. La plupart des exercices, c'est Pino qui dit c'est 3 règles pour les exercices et on essaye d'appliquer ça dans les séances. Et l'exercice, il doit montrer le problème, il doit donner des feedbacks, donc on doit se rendre compte si on le fait bien ou mal, et il doit participer à régler le problème en fait, ouais. à aider à donner les guidelines pour régler le problème. Donc ça va être des principes qu'on va essayer d'appliquer dans les séances StrongFit, avec pas mal de renfo. Ouais. Du renfo sur des plans un peu différents. Ouais. Notamment un truc qu'on fait, alors qu'on a quand même beaucoup implémenté maintenant, beaucoup plus parce qu'on met des ring rows, etc. Mais tout ce qui est tirage autre que sur le plan frontal, on en faisait vraiment pas beaucoup. Maintenant, on en fait beaucoup plus. Ouais. Mais là, on en met. Et puis aussi, le fait d'aller chercher l'impact physiologique un peu plus important quand on va en till you quit, jusqu'à l'échec. C'est pas... Alors pour certaines personnes c'est très difficile à comprendre parce que la notion d'échec elle n'est pas encore imprégnée dans leur cerveau. Ça s'arrête souvent un peu vite et puis après on repart. Si tu as envie de repartir c'est que tu n'as pas forcément été aussi loin. C'est clair. Mais donc ça c'est le till you quit et ça c'est vachement important. Avec le principe du WES. Voilà, le principe du WES, donc pas de charge, pas de technique, enfin pas de charge sur la colonne vertébrale, pas de technique. Et pas d'excentrique. Et pas d'excentrique. Donc en fait, normalement, beaucoup moins de traces le lendemain et un travail qui est sur le système nerveux qui ne va pas vous mettre en situation de danger et donc de... Ouais, le lendemain, vous ne serez pas fracassé normalement. Voilà. Normalement. Grâce au sled, ça sera un peu comme un gros sprint au bike aussi, c'est un des mouvements où le WES il va être bas. Donc notamment on peut aller chercher des niveaux d'intensité très élevés. Voilà. On pourra pas forcément faire la même chose dans un WOD où on doit pacer pour la stratégie, même si des fois ça peut être bien de se dire aujourd'hui je pace pas et je pars à fond et puis on voit bien ce qui se passe. C'était un peu la base de ce que voulait Greg Glassman au final. Et on en parle pas mal ça dans OPEX là, notamment dans le pain. C'est important. Faut pas non plus peut-être faire ça tous les jours, mais il faut avoir toujours la capacité c'est ce que Julien Pinault il appelle burn the question, c'est à l'époque c'était au moins une à deux fois par semaine pour les crossfitters d'aller chercher cette douleur, cette intensité là qui a un peu été oubliée, alors que maintenant on est les rois du pace. Voilà, c'est ça. On est très bon en stratégie, mais il faut savoir aussi des fois aller jusqu'au bout. Et donc ça c'est le principe, c'est ce qu'on veut.
c'est ce qu'on met en place et c'est ce qu'on aimerait que vous alliez chercher quand vous faites Ouais. du strong fit, l'échec, etc. C'est ça, c'est ce qu'on veut dire par là. On sera là pour vous pousser. Exactement. Donc voilà un peu ce que c'est ce qu'on fait nous dans nos séances strong fit. Donc si vous venir découvrir, n'hésitez pas. Et si vous avez l'habitude, vous savez ce qu'il faut faire maintenant. Mettez plus d'intention dans vos mouvements. Ouais. Voilà, donc ça c'était peut-être une petite intro, on verra à quel moment on Allez, ciao. Ciao.